Certaines histoires n'ont jamais été prouvées. Pourtant, elles traversent le temps. Maisons hantées, créatures inconnues, mythes anciens et phénomènes inexpliqués. Ici, on ne cherche pas à prouver, on cherche à comprendre. Bienvenue dans Au-delà des preuves. De la France, il existe une histoire que l'on raconte encore à voix basse. Une histoire faite de peur, de rumeurs et d'un mystère jamais totalement éclairci. On l'appelle la Bête des Vosges. Entre 1977 et 1978, une série d'événements étranges a secoué cette région paisible. Des troupeaux mutilés, des traces d'animaux impossibles à identifier et des nuits marquées par des hurlements que personne n'a su expliquer. Ce n'était pas une légende ancienne, c'était hier, dans une France rurale, déjà moderne, mais encore traversée de superstitions et de silence. L'affaire commence au cœur des Vosges, non loin de Rambervillers. L'hiver touche à sa fin. Les bergers remontent leurs bêtes sur les pâtures. Les nuits sont encore froides, les bois denses et sombres. C'est là qu'un matin de mars, un éleveur découvre plusieurs moutons morts. Les animaux sont égorgés, mais aucun n'a été dévoré. Autour d'eux, des empreintes larges, irrégulières, semblent appartenir à un grand canidé. Les gendarmes concluent d'abord à une attaque de chiens errants. Mais les semaines passent et d'autres bêtes sont retrouvées, dans d'autres villages. Toujours la même mise en scène. Des carcasses alignées, le cou tranché, les corps intacts. Bientôt, les médias s'emparent de l'histoire. Le mot « bête » apparaît dans les journaux et la psychose s'installe. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous avons le plaisir de recevoir Rose, qui a toujours vécu dans les Vosges étant petite. Et nous tenions à vous remercier d'avoir accepté de participer à notre podcast. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de ma famille. Nous avons toujours vécu du côté de Domèvre et c'est vrai qu'il y a un sujet dont on parle beaucoup au repas Tani, c'est celui de la Bête des Vosges. Durant la jeunesse de ma mère, c'est-à-dire au cours des années 70, elle a vraiment vécu une sorte de drame. Un matin, un voisin a trouvé quelques moutons morts. Tout le monde a déjà conclu que c'était un chien errant et tout le monde est vite passé à autre chose. De ce qu'elle me racontait, c'était qu'au début, personne ne se méfiait réellement. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Des dizaines de bêtes ont été tuées en une nuit et toujours de la même manière. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé réellement à s'inquiéter. Dans la région, on ne parle plus que de ça. Chaque nuit, des habitants prétendent avoir entendu des hurlements venus de la forêt. Certains affirment avoir aperçu une silhouette massive, d'autres des yeux rouges dans le noir. Les descriptions varient, les hypothèses se multiplient. Loup, chien, félin ou autre chose? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur s'insinue vite dans ces vallées isolées. Les Vosges sont un territoire ancien, chargé de croyances et de récits fantastiques. Au printemps 1977, les attaques se multiplient. On en dénombre plus d'une centaine. Des moutons, des chèvres, des vaches, parfois même des chevaux. Les autorités locales décident d'organiser des battues. Des centaines d'hommes se mobilisent. Chasseurs, gendarmes, soldats. Ils fouillent les forêts, installent des pièges, tirent sur tout ce qui bouge. Mais la bête échappe toujours. Elle semble disparaître à chaque fois qu'on croit la tenir. Certains témoins parlent d'une créature rusée, presque intelligente. C'est l'organisation des battues. Ça l'a vraiment beaucoup impressionné. Il y avait des centaines de types dans les forêts à côté de chez nous. Des personnes avec des fusils, des gendarmes, les pompiers, vraiment beaucoup de monde et tout le monde cherchait cette fameuse bête. Elle attaquerait toujours la nuit, jamais au même endroit, comme si elle connaissait les itinéraires des patrouilles. D'autres jurent qu'elle n'a rien d'un animal. On évoque une forme étrange, un cri qui glace le sang et surtout, une absence totale de traces au petit matin. L'été arrive, les forêts sont denses, humides et étouffantes. Les attaques continuent. On commence à compter les victimes. Plus de 300 animaux tués en moins d'un an. Les autorités sont dépassées. Des scientifiques viennent sur place. Certains penchent pour un grand chien croisé, d'autres pour un loup revenu clandestinement de Suisse. Mais rien n'explique la régularité ni la précision des attaques. Rien n'explique non plus les témoignages qui évoquent un animal beaucoup plus grand qu'un loup, presque humain dans ses déplacements. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs. Forcément parce que ça s'est passé près d'un grand domaine qui appartenait à un industriel allemand. Les gens ont commencé à faire des raccourcis, ils disaient qu'il y avait des loups probablement chez lui et qu'il s'était sauvé, etc. Ça a créé une énorme tension entre les locaux et ce fameux propriétaire. Et puis brusquement, tout s'arrête, sans raison. Plus d'attaques, plus de hurlements, comme si la bête avait quitté la région ou cessé d'exister. Les battues s'interrompent, les journaux parlent d'un phénomène clos, mais dans les villages, la peur reste tapie. Beaucoup refusent encore d'en parler. Certains disent que ce silence est une manière d'oublier,
d'autres qu'ils protègent quelque chose. Les mois passent, puis les années. L'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Mais dans la mémoire collective, la bête des Vosges devient un mystère moderne, lointain, descendant de la bête du Gévaudan. Un symbole de cette frontière floue entre le réel et l'imaginaire, entre la raison et la peur. Des journalistes, des documentaristes, des passionnés d'étranges reviennent régulièrement sur place. Ils interrogent les anciens, fouillent les archives, comparent les rapports de gendarmerie. Tous se heurtent à la même énigme. Aucun indice matériel concluant. Pas de carcasse retrouvée, pas d'ADN, pas de traces exploitables. Seulement des témoignages, des souvenirs et des sensations. Au final, la bête, elle a juste fini par disparaître pendant l'hiver sans que personne sache réellement ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle a été tuée en cachette. Les experts, eux, plus tard, ont conclu que c'était sûrement une louve, mais c'est vrai que pour ma mère et pour les gens du coin, le mystère est resté. Certains avancent une explication simple, la psychose. Une peur collective nourrie par la rumeur et amplifiée par les médias. Une chaîne de méprise, d'accidents naturels et d'imagination fébrile. D'autres, plus prudents, rappellent que le massif des Vosges est vaste, sauvage, difficile à surveiller. Un animal intelligent aurait très bien pu s'y cacher. Mais il reste ces détails troublants. Des empreintes dont la taille ne correspond à aucun canidé connu. Des blessures d'une précision quasi chirurgicale et ce silence étrange après les attaques. Comme si la bête avait compris qu'on la traquait. Certains habitants affirment encore aujourd'hui entendre la nuit des hurlements lointains dans les vallées désertes. Des cris qui ne ressemblent ni à ceux d'un loup ni à ceux d'un chien. Un son guttural profond venu du fond des bois. Peut-être le vent ou peut-être autre chose. Le mystère de la bête des Vosges dépasse le cadre du fait divers. Il interroge la frontière entre le visible et l'invisible, entre ce que l'on peut prouver et ce que l'on ressent. Les faits sont là. Plus de 300 animaux tués, aucune explication définitive. Mais la peur, elle, est restée bien plus longtemps que les articles de journaux. Dans une société moderne, rationnelle, la peur du monstre a toujours sa place. Elle incarne ce qu'on ne comprend pas, ce qui échappe au contrôle. Et dans les forêts des Vosges, épaisses, brumeuses, si vieilles qu'elles ne semblent respirer, le mystère trouve un terrain fertile. Des générations de promeneurs, de chasseurs, de gardes forestiers disent avoir ressenti une présence. Une impression d'être observé, suivi, pesé du regard. Une sensation ancienne, instinctive, que la raison ne parvient pas toujours à apaiser. Peut-être est-ce cela, la véritable bête. Cette part d'inconnu qui nous habite, que la nature nous renvoie, ce que l'on transforme parfois en légende. Aujourd'hui encore, certains villages gardent une mémoire silencieuse de l'affaire. Un stèle, un article jauni, une vieille coupure de presse épinglée dans une mêlée. Et puis ces histoires que l'on raconte aux enfants les soirs d'hiver quand le vent souffle dans les sapins. Ne t'éloigne pas trop, la bête pourrait revenir. La bête des Vosges, au fond, n'a peut-être jamais existé, mais son ombre plane toujours quelque part entre le réel et le mythe, entre la peur et le besoin d'y croire. Et cette histoire a vraiment marqué la région, on en parle encore beaucoup aujourd'hui, surtout pendant nos repas de famille. Et c'est pas une histoire qui nous fait forcément peur, mais c'est juste un fait. Ça s'est passé et rien n'a jamais été résolu. Personne ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Et c'est vrai que ça fait partie des discussions. Quand on se retrouve en famille, chacun expose un petit peu sa théorie. C'est devenu quelque chose de banal, quelque chose qui fait partie de notre quotidien, un peu comme une anecdote familiale. Et si finalement, la bête n'avait jamais quitté les forêts? Et si elle dormait dans la brume, quelque part entre deux troncs, attendant qu'on prononce de nouveau son nom? Pas à cause des loups, mais à cause de ce qu'on ne peut pas nommer. Dans les Vosges, on dit qu'à la tombée du soir, il ne vaut mieux pas trop s'aventurer seul dans les bois. Pas à cause des loups, mais à cause de ce qu'on ne peut pas nommer. Vous aimez l'épisode? Soutenez le podcast Au-delà des preuves avec un like, un commentaire ou 5 étoiles. Et abonnez-vous pour découvrir les prochains récits. D'autres épisodes sont déjà disponibles. À bientôt!